Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, format un petit peu particulier par rapport aux autres vidéos que j'ai l'habitude de faire. L'idée ici était de faire un petit rappel sur les bases de l'affichage en 3D. Je suis tombé sur un petit projet qui m'obligeait un peu à retourner là-dedans. Il faut savoir que c'est un sujet auquel je m'étais déjà intéressé dans le début des années 2000. Et comme le sujet était un petit peu compliqué, faisait quand même appel à quelques bases mathématiques, à l'époque, j'avais écrit un petit bouquin qui rappelait en fait, vous voyez ici, les aspects théoriques de la 3D. On repartait vraiment de très loin. Hein. C'était pas très long comme bouquin, hein. Ça faisait quelques petites pages et ça nous permettait quand même de revenir sur des choses un peu concrètes. Donc, comme je me suis plongé dedans il y a quelques temps, je me suis rendu compte que tout n'était pas toujours clair, en tout cas tout ne l'était plus. Et je me dis, c'est peut-être l'occasion de revoir ce genre de notions fondamentales. Alors oui, je prends un petit peu le même chemin que Didier Lowaert, qui est un spécialiste aussi du tableau, du petit tableau. Moi, c'est un petit tableau noir à créer. J'aime bien écrire, c'est plus sympa que les tableaux blancs. Enfin, juste avis personnel. Et oui, effectivement, je repars sur une autre vidéo. J'ai un petit peu abandonné la vidéo sur le challenge Sorian parce que bon, à mon attente, ça ne suscitait pas grand intérêt, donc je vois pas trop l'intérêt de continuer à faire de l'assembleur Z80 à une époque où il est pratiquement révolu. Et donc je me suis dit que quelque part, refaire un peu de la 3D comme on faisait avant, ça rejoint un peu cette idée de rétro-programming. Et comme je le disais, bienvenue sur la chaîne du Jazz, parce que l'informatique pour tous, c'était mieux. Et donc je me propose directement de me lancer dans le vif du sujet en essayant de comprendre un petit peu ce qu'on entend par représentation 3D, monde virtuel, etc. Donc l'idée en 3D, c'est toujours d'arriver à afficher sur un écran physique en 2 dimensions un monde virtuel lui défini en 3 dimensions. Donc pour ce faire, on a besoin évidemment, donc là je suis dans le monde physique, le personnage qui est assis derrière son écran, qui regarde son écran, et ici on a un monde virtuel qui est défini dans un repère au moyen de coordonnées. Vous connaissez tous, géométrie analytique, on utilisait ces représentations de points au moyen de coordonnées. Ici, si je suis en 3 dimensions, j'utiliserai X, Y, Z. Tout ça, c'est du connu, j'en avais déjà un peu parlé dans mes vidéos précédentes, notamment la Codeur de Joca, où j'expliquais comment l'ordinateur représentait les images. Les images, il y a juste deux coordonnées, la X et Y. Ici, dans une représentation d'un monde virtuel, le point sera représenté évidemment par 3 coordonnées. Alors, on utilise un repère, c'est-à-dire un espace vectoriel, je ne sais pas le mot, un vecteur, c'est très, très fortement simplifié, c'est une grandeur avec une certaine orientation. Et ici, mon repère dit orthonormé est représenté par 3 vecteurs dits unitaires, n'étant pas en combinaison linéaire, c'est-à-dire que je ne peux pas en représenter un par la somme et produit des 2 autres. Ils sont totalement indépendants. Ils sont linéairement indépendants. Donc je vais mettre un Z, un X, et la représentation de mon point qui serait ici serait faite par un vecteur, le vecteur P, qui vaut en réalité X fois 1 X, plus Y fois 1 Y, plus Z fois 1 Z. Donc, vecteur linéairement indépendant, orthonormé, c'est-à-dire un pi demi, un angle de pi demi entre chacun des vecteurs, et je peux représenter mon point
par lui-même un vecteur P étant combinaison linéaire de ces trois vecteurs. Donc ça, c'est plus connu, c'est le rappel mathématique. Il faut savoir aussi qu'ici on utilise un repère orthonormé appelé left-handed, ou gaucher. En mathématiques, vous aurez l'habitude de voir des repères orthonormés un peu différents, avec le Z ici, le Y ici, et le X qui ressort. C'est le repère droitier, ou right-handed. Ça se retrouve souvent dans la littérature. Alors, les informaticiens, ne sachant jamais faire les choses comme tout le monde, ont choisi de prendre le repère droitier, gaucher, simplement parce qu'en informatique, on a l'habitude, un peu comme sur une feuille de papier, de voir toujours son axe des Y qui est défini du haut vers le bas, et l'axe des X dans ce sens, la profondeur étant donnée par l'axe des Z allant évidemment dans ce sens. Donc on est quand même plus proche de cette configuration avec ce repère-là qu'avec ce repère-là. Et si vous vous souvenez, dans ma vidéo de MSX1, j'avais déjà parlé notamment des sprites et des plans de sprites. On voyait qu'on affichait un sprite sur des coordonnées XY, mais qu'on avait 32 plans de sprites possibles qui permettaient de gérer la priorité d'apparition des uns sur les autres. Ça renvoyait quelque part à cette fameuse coordonnée Z. Bon, c'est pas de la 3D, c'était juste pour en avoir un qui apparaisse devant l'autre et par l'inverse, et donner une petite illusion comme ça de profondeur par rapport aux objets ou aux personnages. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur la présentation des repères et la manière de représenter un point et donc plusieurs points dans ces repères. Ici, on passe à la partie suivante, qui consiste à observer quelque part ce monde qui a été défini. Alors évidemment, moi je ne peux pas en tant que personnage physique rentrer dans un monde virtuel avec mon écran et le regarder. Je vais devoir regarder ce monde virtuel à travers un autre type d'écran, quelque part, qui est un peu le jumeau numérique de celui-ci. Et en général, donc, la représentation virtuelle finalement d'un écran, alors cet écran c'est un plan 2D, mais il faut savoir qu'il a quand même une orientation dans un axe de Z. C'est-à-dire qu'il est associé intimement à mon regard. Et j'avais un ami qui était très très doué en 3D dans les années 90, il faisait de la 3D en C++, bref, si tu le retrouves, voilà, salutation, qui m'expliquait toujours, quand tu fais un jeu, et que tu veux représenter ton personnage, en réalité, c'est pas uniquement bêtement un sprite, c'est toujours un œil et un écran. Donc, c'est un point avec son écran devant et toujours un regard perpendiculaire à cet écran. Suivant la direction dans laquelle je vais, où je regarde, eh bien, je suis toujours perpendiculaire. On a toujours une perpendiculaire entre l'œil, l'écran et la cible qui est visible. Donc ici, c'est un petit peu la même technique, quelque part, qu'on va appliquer. Donc on va regarder le monde défini dans le repère 3D à travers cet écran virtuel. Et l'idée, donc, si je veux observer ces éléments, donc les différents points qui sont dans ce monde, la façon la plus simple de faire, c'est d'être directement en face de lui. Donc, si mon écran de projection est directement en face des axes YX, et que les centres sont alignés, ce n'est pas le cas ici, malheureusement, je peux le descendre. Évidemment, j'ai absolument aucun problème à visualiser ce qui se passe dans le monde, puisque mon regard est directement en face de la cible observée. Là où ça devient tricky, c'est quand je veux déplacer ma caméra, quand je veux déplacer mon écran. Parce que là, évidemment, je ne suis plus directement face à un objet que j'observerai. Si j'observe cet objet-là, sous cet angle-là, je le verrai comme ça. Si je l'observe de cet angle-là, je vais devoir le voir différemment.
Donc ça veut dire quelque part, il y a des choses qui vont devoir bouger. Dans le cas de figure 1, ici, c'est une projection simple, projection orthogonale toujours, des éléments ici sur l'écran, de ce plan-là ou de cet espace-là sur cet espace-là. Ça, c'est l'espace monde, virtuel, bien entendu. Et ça, c'est l'espace view. C'est là où je vais pouvoir visualiser ce que je regarde. Donc ici, une projection orthogonale simple. Dans ce cas-ci, mais dans un cas plus général, c'est pas qu'une simple projection orthogonale, parce qu'il va falloir que je fasse quelque part une rotation. J'ai fait une rotation de ma caméra. Alors il y a deux manières de faire. Soit je fais une rotation de ma caméra, mais ça reste quand même complexe parce que ma caméra, elle est quelque part liée à mon écran physique qui lui ne bouge pas. J'ai quelque chose qui ne bouge pas, qui observe mais qui devrait bouger et qui observe un monde. Alors il y a deux façons de faire. Donc soit j'arrive à le faire bouger quand même, et dans notre cas ça va être un peu compliqué. Soit je fais comme dans la BD Philémon et le Hâte d'Atlantique, je pense. Plutôt, si à un moment donné les personnages de BD prennent un train, et puis ils disent tiens c'est marrant, le train il bouge pas, par contre c'est les gens qui tirent le décor. Donc c'est le monde qui bouge à côté de nous. Et ça en mathématiques on peut le faire, ça pose pas de problème. Si je vois que je veux déplacer mon angle de vue, si mon angle de vue est fixe, parce que lié à un écran fixe dans le monde physique, je peux déplacer quelque part le monde que j'observe. Alors, idéalement, pour faire cette projection au mieux, et pour faire ce déplacement au mieux, donc ma projection orthogonale, je vais devoir la faire par d'abord une translation. Le centre qui est là va se retrouver ici. Et ensuite, je vais simplement devoir aligner mon axe des Z avec l'axe des Z de mon espace vue, afin de me retrouver dans la situation initiale ici, où j'ai une projection directe de ce que j'observe là, sur ce que j'observe ici. Alors, projection orthogonale, il y a quand même un petit élément à dire. La projection orthogonale, en fait, ne marche pas forcément dans tous les cas. Dans le sens où, quand vous faites une projection orthogonale d'un plan, par exemple, sur un autre plan, correctement, j'ai un point de ce plan, je peux le projeter sur le plan qui est là, donc en étant perpendiculaire. Ça c'est le plan à projeter. Ça c'est, dans ce cas-ci, la droite projetée sur le plan où je veux envoyer mes points. Et ça, la droite perpendiculaire au plan projeté, c'est la droite de projection. Donc dans ce cas de figure, ma droite de projection est perpendiculaire à celui-là et elle va toucher ici. Donc quelque part, ici, j'ai un angle qui est formé ici, entre le plan à projeter et le plan de projection. Si j'ouvre évidemment cet angle, plus je vais le réduire, ben je vais me retrouver dans la situation où l'angle va valoir 0 et où ma droite de projection, où mon plan projeté va se retrouver perpendiculaire au plan de projection, et donc ma droite de projection va se retrouver parallèle avec la droite projetée. C'est comme de faire un truc, hop. Ça, c'est la droite de projection. Ça, c'est bien sûr le plan à projeter. Même chose ici. Plan à projeter. Droite de projection. Donc ceci, c'est vraiment, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours d'humanité, hein, c'était assez original, où on vous expliquait par exemple des relations entre les ensembles, hein, on vous faisait des espèces de patates. Et voilà, on a par exemple une patate X, hein, avec des points, puis j'ai une patate ici Y, avec d'autres points,
Et la patate Y, pardon, c'est la projection, hein, c'est une application, c'est une injection, c'est une bijection, dans certains cas, des points de la première patate vers la deuxième. Chaque point ici, je vais retrouver les points qui sont ici, je crois que c'est une application, non, c'est une injection, je pense, dans ce cas-là. Une application, c'est quand tout est bijectif. Et donc, la projection orthogonale, en fait, c'est juste un système comme celui-ci, mais dans certains cas, évidemment, j'ai des points de là que je ne pourrais pas projeter dans l'autre ensemble. Alors, bon, ça, c'est le cas en géométrie affine, mais il y a un autre cas, donc, enfin, une autre sorte, si je puis dire, de géométrie, qui est la géométrie dite projective, et qui, elle, en fait, contrairement à la géométrie affine où on nous dit que deux droites parallèles ne se coupent pas, en géométrie projective, on nous dit que deux droites parallèles se coupent à l'infini. Bon, on va dire avec ça, on a tout dit, on n'a rien dit, mais ça veut simplement dire que les points qui sont ici, hein, sur le plan, pardon, le plan qui est ici, donc j'ai mon plan qui est là, eh bien, ici, je vais avoir quelque part une intersection entre les deux droites à l'infini. Et donc, chaque point qui sera ici va se retrouver finalement projeté sur une droite située à l'infini de mon plan, qui va contenir en fait les points projetés. Ça marche quand on est en géométrie projective, donc ça c'est la droite dite projective. Bon, je ne sais pas si c'est les bons termes mathématiques, mais c'est juste pour retrouver la différence entre le plan projeté, le plan de projection, la droite de projection et la droite dite projective, où les points non projetables vont se retrouver à l'infini. Alors, un petit truc intéressant par rapport à ça, c'est que si mon point est projetable dans le plan projection, je vais considérer qu'il a un certain attribut, et s'il n'est pas projetable, il aura un autre attribut. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, quand je vais représenter un point dans un espace de 3 dimensions, en géométrie projective, contrairement à la géométrie affine, je vais lui ajouter une quatrième dimension. Donc j'aurai x1, x2, y1, z1, et un point que je vais appeler w. Un attribut que je vais appeler W. Et W vaudra 0 si droite projective, donc si le point n'est pas projetable, et 1 si le point existe dans le plan de projection, projetable dans le plan de projection. Et on parle à ce moment-là de points propres. Donc c'est pour ça que très souvent, pour ceux qui ont fait un petit peu de 3D, vous verrez que la plupart des points en 3D sont représentés avec non pas 3 coordonnées comme en géométrie affine classique, mais 4 coordonnées, puisque là on est plutôt en géométrie projective, avec chaque fois 0 ou 1 pour le dernier attribut de la coordonnée. Je vais passer ceci. Sur le tableau. Alors, un autre mot à dire par rapport à ça, donc j'ai dit on a ici notre plan à projeter, donc XY, avec le Y ici, et puis on a notre fameuse droite projective. Et donc en fait, quand je détermine un point ici dans ce plan, avec ses coordonnées, bon ici je prends XY, je ne prends pas XYZ, ben, je vois quand même que même si ce point est considéré comme impropre parce que pas projetable, il a quand même une direction qui va me dire où, à l'infini, il va se trouver sur la droite projective. Et donc, en gros, on considère qu'un point ayant pour coordonnées, par exemple, ceci, n'est pas un point propre, on dit, mais est considéré comme étant une direction, ou plutôt un vecteur de direction. Voilà, ces 3 gouttes de géométrie projective, c'est beaucoup plus compliqué, mais j'avais juste envie d'expliquer d'où vient cette 4e coordonnée, quelque part, dans la 3D, alors qu'on est en
3D, étant qu'on ait 4 coordonnées, ça vient simplement du fait qu'on travaille en géométrie projective. Et on va voir aussi pourquoi cette approche est relativement intéressante par la suite. Donc j'ai parlé ici pas mal de choses, mais nous étions dans la partie projection. Donc la représentation 3D, comme ça, on a d'abord une projection sur l'espace de vue, qui est juste l'écran, l'écran du jumeau numérique de mon écran ici, sur l'espace de vue. Et puis on a une perspective qu'il va falloir mettre en place. Alors ici on a, donc ça c'est vraiment le premier aspect, le deuxième aspect, projection sur l'espace de vue, et ensuite calcul quelque part de la perspective, parce que bon évidemment c'est bien beau de projeter un écran, enfin un espace 3D sur un espace 2D, mais ça veut dire que je me retrouve avec une coordonnée qui devient quelque part un degré de liberté, donc qui ne représente plus rien, et cette coordonnée, c'est quand même un peu gênant de ne pas du tout l'utiliser. Parce que je vais me retrouver dans une situation où c'est bien beau, j'affiche tous les points sur le plan de projection, enfin, sur le plan de vue, mais les points qui sont très éloignés, finalement, apparaissent avec la même hauteur que s'ils n'étaient pas éloignés. Je perds cette notion de perspective qui est propre à l'œil humain. Notre œil il fonctionne en 2D, c'est un écran, la rétine c'est un écran. Et donc, quelque part, on doit nous-mêmes avoir cette notion de perspective. Et cette notion de perspective, on va voir, elle a été calculée depuis très très longtemps. Les Grecs la connaissaient déjà et on va voir comment ça se calcule.